ma petite expérience en matière de prise en charge fertile, d'accord? Donc voilà, donc on va faire quelques cas cliniques. On va baisser peut-être la lumière. Donc les cas cliniques, ça va être des cas, je dirais, c'est des cas du cabinet. Ouais, donc c'est des cas du cabinet. Donc c'est un petit peu l'expérience depuis maintenant, je dirais peut-être 17-18 ans, on commence à vieillir, 18 ans d'installation depuis 2001. Ouais, c'est vrai, depuis 2001, donc ça fait pas mal, ça fait un long chemin. Donc voilà, donc on va diminuer. Voilà, super. Voilà, donc on va commencer par le premier cas clinique. C'est des cas cliniques, en fin de compte, je mets toujours le nom du médecin correspondant qui m'adresse à la patiente. Donc c'est des cas cliniques partagés avec les compétents. Parce que aujourd'hui, vous entendez bien? Ouais, là c'est mieux peut-être. Ouais, voilà. Donc voilà, donc c'est des cas partagés parce qu'aujourd'hui il faut travailler en collaboration, il faut travailler en équipe, donc pour pouvoir avancer. Donc le premier cas clinique, c'est des choses simples. C'est des choses totalement simples. Et vous allez me dire, en fin de compte, qu'est-ce que vous aurez fait, qu'est-ce que vous aurez proposé à la patiente, qui est que dans un contexte de désir de grossesse. Voilà. Donc ça, c'est une patiente de 27 ans qui a comme antécédent une appendicectomie et qui est venue pour désir de grossesse. Donc on a 45 minutes. Donc on va essayer d'échanger pendant ces 45 minutes. Voilà. Donc antécédent appendicectomie, désir de grossesse. Déjà, première question. Voilà, ça fait combien de temps? Vous savez combien de temps qu'il y a un désir de grossesse? Donc c'est une patiente que ça fait plus de 2 ans. Donc c'est une infertilité qui date. D'accord? Est-ce qu'elle a déjà eu une grossesse, cette patiente? Yeah. Donc elle n'a jamais eu de grossesse. Donc c'est une infertilité qui est primaire. Donc elle n'a jamais eu de grossesse. Mais qui a dans ses antécédents une chirurgie, je dirais, abdominopelvienne. D'accord? Donc, quand une patiente qui a dans ses antécédents de chirurgie abdominopelvienne, vous l'interrogez, qu'est-ce que vous allez lui poser comme question avant de la passer dans la salle d'examen et éventuellement de lui faire un examen paraclinique? Comment? Sensible, d'accord. Voilà, effectivement, c'était ça. C'était ça. Et comment s'est passée cette chirurgie? Comment s'est passée cette chirurgie? Est-ce que c'est une chirurgie qui était simple ou est-ce que c'est une chirurgie qui était compliquée? D'accord? Et quelles techniques ils ont fait au moment de cette chirurgie? Est-ce qu'ils ont fait une incision classique comme ce qu'on fait habituellement, c'est l'incision de McBurney, qui est, je dirais, une petite incision? Là, ils ont fait une grosse incision, parce que de temps en temps, les chirurgiens viscéraux, quand ils sont confrontés à des appendicites compliqués, ben, ils élargissent. Et comme l'appendice est peut-être soit pelvien, soit il va avoir une situation qui est ectopique, comme voilà. Donc quand il y a une situation pelvienne, eh ben là, c'est clair qu'il y a des risques. Il y a des risques d'adhérence. Il y a des risques d'adhérence, c'est-à-dire il y a des risques de causer une infertilité. Voilà, une infertilité qui va être mécanique. D'accord? Donc il y a un risque d'accollement tubaire ou autre. D'accord? Qui peuvent être éventuellement. Ensuite, donc vous avez déjà cette case dans votre tête, donc vous l'avez interrogée sur son cycle, vous savez qu'elle n'a jamais eu de grossesse, elle vous dit que j'ai eu une incision tout à fait normale, appendice non gangréné, non rien, et je suis sorti au bout de 24 heures, donc il n'y a pas eu de souci, j'ai eu mes gaz rapidement, ça c'est pas compliqué. D'accord? Donc elle vous dit ça. Qu'est-ce que vous allez poser comme autre question? Voilà.
le mari, sa profession, ok, sa profession, ses antécédents médico-chirurgicaux, ça c'est hyper important, et ses habitudes. Est-ce qu'il prend des toxiques? Tabac, de la drogue, donc tout ça. Donc il faut interroger les deux. Il faut voir cette maladie dans sa, disons cette maladie, ce problème dans sa globalité. D'accord? Donc le mari, a priori, son interrogatoire est tout à fait normal. Ok? Donc il n'y a pas eu de souci. Et bien sûr, c'est leur premier mariage à eux deux, et il n'y a pas de. Il n'a pas eu d'enfant. Et voilà. Donc ça, c'est l'échographie. Donc c'est une coupe. C'est une coupe sagittale de l'utérus. Voilà, ça c'est quoi? L'ovaire avec ses follicules. Voilà. Donc Chibet, peut-être que c'est un morceau il a une télé. Oustad, il a un morceau de Nzido, Hassan. Parce que là, c'est un peu clair. À la transmission et tout ça. Voilà. C'est vrai que c'est un peu clair. De loin, je suis à la شنو هذا؟ شنو البوله هذه؟ ها؟ Faut fermer la porte peut-être, je sais pas. Donc là, si tu coupes, c'est quelle coupe ça? Qui est passée rapidement. Ça c'est quoi comme? Voilà, c'est une coupe transversale de l'utérus, on voit l'endomètre qui est là. De temps en temps, quand vous cherchez les ovaires, quand vous allez dans les cul-de-sac et vous avez du mal, passez en transe au milieu, voilà, vous balayez. C'est ce que je fais de temps en temps chez certaines patientes. Donc on a vu l'ovaire, et après, il y a une image. On avance. Avec une petite lame liquidienne derrière, donc Douglas. Voilà. Indépendant de l'ovaire. Maintenant, c'est la question qu'on doit se poser. Voilà l'ovaire et voilà l'image. Ok? Donc, a priori, quand vous avez cette image-là, qui est latéro-utérine, avec des ovaires qu'on a vus, et qui est effectivement oblong, qui est cloisonné, c'est les septa, d'accord? Regardez, avec du liquide intérieur, une grosse image, avec une petite lame liquidienne autour, donc ça veut dire qu'il y a un peu de liquide qui sort de cette image latéro-utérine, donc ça c'est probablement quoi? Voilà, donc c'est probablement un hydrosalpinx. Ou voilà, donc ça, voilà, c'est un hydrosalpinx, d'accord? Donc c'est un hydrosalpinx. Alors quelle est votre conduite à tenir? Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez proposer à cette patiente? Est-ce que vous allez l'orienter vers une hystérographie? Est-ce que vous allez, je ne sais pas, vous allez demander le bilan du mari? Qu'est-ce que vous allez faire?
Donc, Dr Ramzian, elle propose l'hystérosalpingographie. Est-ce que tout le monde est d'accord? Alors, voilà. Est-ce que, la question qui se pose, est-ce que vous avez dit quoi? Est-ce qu'il y a une infection en cours? C'est ça? C'est une patiente qui vient, qui a quelques petites douleurs, qui est ni fébrile, elle est apéritique, elle n'a pas... Voilà, aucun, je dirais, on a un élément en faveur, elle n'a pas une défense abdominale au niveau pelvien, elle décrit de temps en temps des douleurs, d'accord, mais sans plus, d'accord. De temps en temps, elle a des écoulements, d'accord, voilà. De temps en temps, elle a des écoulements par voie vaginale, mais ces écoulements ne sont pas fétides, d'accord. Donc, il n'y a pas un contexte infectieux, ok. Donc, il n'y a pas un contexte infectieux chez elle. Ensuite, vous avez dit, donc madame a dit, docteur a dit l'hystérosalpingographie. Qu'est-ce que vous proposez à cette patiente? D'accord. Alors, donc l'hystérosalpingographie, vous dites que ça veut dire que pour vous l'échographie est suffisante. Pour s'assurer. Mais là, tu as déjà une trompe, c'est-à-dire si tu es sûr de ton examen échographique, tu dis déjà que c'est une image latéro-utérine qui est indépendante de l'ovaire, qui est liquidienne, qui est oblongue, qui est multicloisonnée, donc qui est en faveur d'un hydrosalpinx. Donc tu es sûr qu'il y a une trompe qui est bouchée. D'accord? Donc ça c'est bon. Donc c'est-à-dire, qu'est-ce que l'hystérographie elle va t'apporter? L'hystérographie, aujourd'hui, l'hystérographie, le seul renseignement qu'elle donne, c'est la trompe, c'est la perméabilité tubaire. Sur le plan échographique, si tu es sûr de ton examen et qu'il y a une trompe qui n'est pas perméable, donc l'hystérographie, je ne pense pas qu'elle apporte quelque chose en plus. Sauf qu'est-ce qu'elle va apporter? Elle va te dire que la trompe contralatérale est normale. Oui. Il faut se dire, si je fais cette hystérographie, c'est que probablement je vais la prendre en charge sans exploration chirurgicale. Le cheminement. Parce que pourquoi rajouter un examen si j'ai décidé la chirurgie chez elle et que dans tous les cas, du moment que j'ai décidé la chirurgie, la trompe contralatérale, je vais la voir pendant la chirurgie. Donc ça veut dire que la perméabilité de l'autre trompe, puisque je vais lui proposer la chirurgie. Donc si je vais proposer la chirurgie, l'hystérographie n'a pas sa place. Elle n'a pas sa place chez elle, elle a sa place si j'ai un doute, je ne sais pas. J'ai une image latéro-utérine, est-ce que c'est une trompe, c'est autre chose, je suis dans un contexte d'infertilité, je ne suis pas sûr, à ce moment-là, oui, je vous l'accorde. Mais si vous êtes sûr que c'est tubaire et que vous avez tous les éléments sémiologiques en faveur d'un problème tubaire, à mon sens, ça n'a aucun intérêt. C'est de lui faire dépenser de l'argent et surtout le risque infectieux qui n'est pas négligeable avec l'hystérographie. Fais-tu? Alors, tu nous le dis? Je ne sais pas, mais normalement, si la patiente, ça dépend de la patiente. Si la patiente, si on veut s'assurer, si on s'assure que l'autre trompe est perméable, on peut procéder chez elle avec des traitements, même sans traiter l'autre trompe. Vous êtes dans un contexte d'infertilité qui date de plus de 2 ans. D'accord? Avec un antécédent de chirurgie pelvienne. Vous allez encore lui faire perdre du temps. Parce que sinon, ça fait plus de 2 ans qu'elle traîne avec cette anomalie pelvienne tubaire. Et tu vas tenter quoi? Lui donner un traitement à l'aveugle antibiotique? Alors, c'est une patiente qui probablement a déjà eu plein d'antibiotiques et plein de conneries. Maintenant, elle vient parce que il y a une ancienneté de son infertilité, donc il faut lui régler son problème.
Alors, vous traitez une. Alors, je vous réponds à votre. Vous traitez son infertilité, vous savez très bien qu'un liquide tubaire présent dans la trempe, notre trempe est perméable, les taux de grossesse sont très bas. À l'âge, parce que ce liquide tubaire qui est présent dans la trempe, qu'est-ce qu'il fait? À contre-courant, il revient au niveau endométrial, il crée une inflammation endométriale, défaut d'implantation. Donc, فهمتي donc contre pendant le cas si les injections ou là des comprimés de citrate de chlorifène. Oui, vous voulez dire quelque chose? Vous voulez dire juste que là notre trempe pour avoir la chance de tomber enceinte. Vous avez répondu sur ça. D'accord. Ok. Vous croyez qu'avec une seule trempe normalement c'est suffisant? Là, avec une, non, on peut. Non, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. On peut être enceinte avec une seule trempe, c'est clair, s'il n'y a pas de maladie. Là, vous avez une maladie qui crée une inflammation endométriale. Vous savez très bien que les patientes qui ont des hydrosalpinx qui sont mauvais et qu'on a décidé, en commun accord avec la patiente, de les passer en fécondation in vitro, il faut d'abord enlever les hydrosalpinx, c'est-à-dire faire une salpingectomie bilatérale avant de la passer en fécondation in vitro. Ça, aujourd'hui, c'est connu, c'est démontré, c'est tout ce que vous voulez. Parce que les patients qui ont gardé des trompes malades et où ils sont sténosés, qui sont grosses, ils créent un état inflammatoire endométrial, diminution du taux d'implantation. Et même si ça s'implante, taux de fausse couche élevé. Donc, il faut régler le problème tubaire dans tous les cas. Oui, avant. Oui. C'est lié dans un but, une cystoscopie dans un but d'adhérence, chirurgie et diagnostic. Très bien, oui. Vous voulez dire quoi? Est-ce qu'on ne gagne pas grand-chose à demander à ce Aucun intérêt. Alors, je vais vous dire une chose. En gynécologie, en gynécologie pelvienne, l'imagerie, bien sûr, passer au scanner, à l'IRM, à tout ça, c'est pourquoi pas. Mais on ne fait ces examens-là que si on n'est pas sûr de notre échographie. Si j'ai trouvé une pathologie ovarienne, je ne sais pas ce que c'est, je ne suis pas sûr que ce soit un dermoïde, que ce soit autre chose, voilà. Oui, je peux demander une IRM pelvienne. Ou là, c'est un endométriome, je ne suis pas sûr, ça a une image bizarre et tout ça. Mais si j'ai mon échographie qui est parlante, j'en ai à la fleusse. لكن الفلوس هذوك تزيدوا باش تفتحي لك البغيات تفتح هذا السيد. Nous avons plusieurs types de populations au Maroc. Vous avez une population qui a une assurance, vous avez une population qui n'a pas d'assurance, et même aujourd'hui, la population qui est assurée, quand vous voulez faire une prise en charge avec un hydrosalpinx, qu'est-ce qu'ils disent les assureurs? Mais prise en charge. Donc elle paye de sa poche. Ah ben oui. Hydrosalpinx égale infertilité égale pas de prise en charge. D'accord? Donc, oui? Je dis c'est ça. Voilà. Donc, tout le monde est d'accord? On doit aller un peu plus loin et faire une chirurgie. D'accord? Et comme on veut gagner du temps, qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà, explorer le mari. D'accord? Parce que elle explorer en même temps le mari. Alors, explorer en même temps le mari, et qu'est-ce que vous allez demander au mari? Examen clinique. Voilà, vous l'examinez, d'accord, d'accord, ok, ensuite. Voilà. Est-ce que vous allez demander que le spermogramme, ou là vous allez demander un spermogramme et la spermoculture, ou baisse. Avec recherche, chlamydie et mycoplasme, obligatoire. Obligatoire. À l'aise. Bien sûr, la spermoculture avec recherche chlamydie et mycoplasme. Parce que
même si dans 90% des cas, son hydrosalpinx, probablement, il est dû à son appendicectomie, c'est les conséquences de l'appendicectomie, mais il se peut qu'elle ait eu une salpingite qui est passée à bas bruit. D'accord? Et qui a été dû à un chlamydie qui se balade encore, ou un myco, ou quoi que ce soit. C'est me donc, et surtout que vous êtes dans un contexte d'infertilité. Ok? Donc, il faut essayer d'avoir le maximum de renseignements. D'accord? Oui. Est-ce qu'on a le droit? لا لا خصنا لا لا يتسيلي هو صحاب ايه باش هذاك oui. Est-ce qu'on a le droit de traiter un patient parce que généralement le mycoplasme et chlamydie, ça revient négatif et ils ne font pas ça, les labos. Est-ce qu'on a le droit de traiter à l'aveugle? Normalement, non. Donner un traitement. Bah non, parce que le laboratoire, au contraire, tous les labos aujourd'hui, ça se cherche par PCR. Le chlamydier, il se cherche par PCR. Le mycoplasme, il y a le mycoplasme génitalium qui se cherche aussi. Il y a des labos au Maroc qui le cherchent par PCR. Il y a l'autre, le mycoplasme hominis uraliticum, qui se cherche par immunofluorescence. Il se cherche, non. Et quand il est supérieur à 10 puissance 5, le myco, il faut le traiter, parce que c'est un germe qui est... S'il a 10 puissance 3, on ne le traite pas. À partir de 10 puissance 5, on le traite. Il faut un antibiogramme. Et quand vous traitez, il faut traiter l'homme et la femme. Non. Chauffe. Je veux dire une chose. Une patiente, l'infertilité, les chances de grossesse, l'infertilité sont déjà faibles. Alors on est quoi? 25%, 30%. Quand le couple n'a rien, c'est entre 25 et 30 par cycle. Et quand on essaie de traiter, on essaie d'atteindre ces 25-30 par cycle en fonction, enfin 25-30, c'est-à-dire de grossesse. Il ne faut pas oublier les fausses couches, en fonction de l'âge. Donc s'il y a un passé d'infertilité, je vais continuer à faire de l'aveugle. Non. Vous avez décidé la chirurgie, il faut lui dire, voilà madame ce qu'il faut faire, voilà monsieur ce qu'il faut faire. Allez, la population que vous recevez, c'est la population que je reçois. Ça, je vous le dis, je vous le garantis. On n'a pas la population n'est pas différente. Donc si vous donnez une ordonnance, et moi je ne fais jamais de traitement à l'aveugle, mais 80% de ma population qui vient chez moi, c'est de la campagne. C'est la région de Casablanca, c'est la région du Maroc, c'est tout ce que vous voulez. Et c'est des gens qui ont toutes les bourses. Donc il faut arrêter de dire, le laboratoire contraire, ce que c'est l'eau. Chlamydie mycoplasme, qui a dit سفتها لك السحبه qui a dit عملها يسفتها لك كازا كل واحد واش يدير يسون تيقلبوا عليه bien sûr تيقلبوا. OK, donc pour gagner du temps, bilan du mari. Une échographie testiculaire. علاش تخسري الفلوس؟ لاش تخسري الفلوس؟ باش ليكوغرافي تيستيكولار وانت مازال ما عارفاش ما كان عنده السبرم هكا تيغني كان عنده السبرم واعر ما عنده لا انفيكسيون لا والو سي لاش نديرو ليكوغرافي تيستيكولار؟ لاش الvaricocèle si tu n'as pas d'oligo-asténotératospermie chez un monsieur qui est asymptomatique, pourquoi tu vas demander une écho pour faire perdre de l'argent? Donc il faut la chirurgie. Lui aussi doit perdre de l'argent. Comment? Lui aussi doit perdre de l'argent. Mais non, mais c'est le couple. C'est un couple, c'est pas. Ils font pas chambre à part, c'est le couple. D'accord, voilà. Donc, donc voilà. Donc non, restons, il faut rester scientifique. Donc bilan masculin, une fois que j'ai mon bilan masculin, bien sûr, si le sperme n'est pas normal, si j'ai une oligospermie, si j'ai une tératospermie importante, si j'ai une asténospermie, si, à ce moment-là, bien sûr, il y a des choses à faire. D'accord? Et alors, on avance. OK? Donc, vous avez fait le bilan... Oui. Voilà. J'allais venir à ça. Alors, je vais venir à ça. Maintenant, la patiente est jeune, elle a 27 ans. J'ai vu les ovaires, c'est des ovaires, il y a plein de follicules à l'intérieur. Donc, a priori, des ovaires pareils avec plein de follicules à l'intérieur, elle a une fonction
Elle a une fonction ovarienne qui est normale. Elle a une fonction ovarienne qui est normale. Maintenant, j'ai demandé le bilan du mari, il est normal. Il n'y a pas d'oligo, il n'y a rien. Le bilan masculin est tout à fait normal. J'ai décidé j'opère la patiente, d'abord, parce que je ne vais pas attendre les règles, parce qu'elle est au milieu de cycle. Je ne vais pas attendre les règles de me demander un bilan hormonal. Non, je suis dans l'urgence chirurgicale parce que je suis dans un contexte d'infertilité. Donc, j'opère la patiente, j'ouvre sa trempe, je vérifie l'autre trempe. S'il y a des adhérences, je les enlève. Et après, j'ai deux attitudes. J'ai l'attitude où je suis pressé, parce que la femme est pressée, tout le monde est pressé. Donc, je peux éventuellement demander un bilan hormonal le mois d'après. Alors, je n'envoie le bilan hormonal que je vais demander. Non. Qui va? Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Non, mais ça, c'est des attitudes. C'est parce que il faut toujours ne pas oublier l'âge de la femme, l'horloge biologique. Elle a 27 ans. Donc, la première attitude, elle est agressive. Alors, elle est agressive. Effectivement, la TSH prolactine, je pense, c'est des examens qui sont importants chez elle. Maintenant, la FSH, LH, estradiol, je peux éventuellement m'en passer vu que j'ai un contexte clinique et que j'ai une écho qui me montre des ovaires avec plein de follicules. Donc, a priori, j'ai une réserve ovarienne qui est conséquente et elle n'est pas OPK parce qu'elle a un cycle régulier, elle n'a pas d'hyperandrogénie, elle n'a pas tout ça, elle n'a pas tous les éléments, elle n'est pas obèse, elle n'a pas tous les éléments en faveur de l'OPK. Donc, je peux faire ce raisonnement. TSH, prolactine normale, cette patiente-là, si j'arrive à régler son problème tubaire, je vais me donner combien de temps à votre avis? Alors, si le chirurgien vous dit qu'il a opéré, qu'il a réparé la trempe, elle a 27 ans, TSH normal, prolactine normale, le sperme, il est normal, à mon avis, on peut se donner facilement 6 à 12 mois. 6 à 12 mois, parce qu'elle a 27 ans. 6 ou l'équipe avec les 6 à 12 mois, mais soit je lui donne des progestatifs avec de l'acide folique 16-25 pendant les 3 premiers mois, ou même je peux commencer une stimulation à base de citrate de chlomifène. D'accord? Je peux commencer une stimulation à base de citrate de chlomifène. Et comme je fais le citrate de chlomifène un cycle sur 2, donc je vais atteindre facilement 6 mois à 12 mois. Et si elle n'est pas enceinte, je vais passer à des choses un peu plus vite. D'accord? Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Si on trouve par exemple un spectrogramme de mycoplasme, est-ce qu'on doit traiter la femme et le mari? Bien sûr. Non, vous devez. Non. Dans tous les cas, cette patiente doit être opérée. Elle doit avoir, vous savez, je vais vous montrer la cellule rapidement. Ah, il faut qu'on avance. Parce que dans tous les cas, cette patiente doit être opérée. Regardez. Conduite à tenir, cellule. Et regardez cette hydrosalpinx. C'est énorme. Bien sûr, dans tous les cas, elle doit être opérée. Si vous trouvez le myco, vous allez trouver les deux, mais il faut régler le problème de la trempe. Regardez cette trempe. Elle est dilatée à son extrémité distale. Je tiens, et en plus elle est collée. Ça, c'est le Douglas en arrière. J'ai la trempe, elle est sténosée. Voilà, regardez. Et cette trempe, elle est lente. Donc ça, c'est une trempe qui n'est pas de bonne qualité. Ce n'est pas la trempe de bonne qualité. Normalement, si on était dans un pays, regardez, là j'ai ouvert le pavillon. Logiquement, si j'étais dans un pays où l'infertilité est prise en charge, elle attend cette zone. Parce que regardez, la muqueuse pavillonnaire, elle est atrophique. Ce n'est pas une muqueuse. Elle est la placitubaire. Elle est le bleu de méthylène. Ça, c'est le bleu de méthylène qui s'ouvre et qui sort de l'extrémité distale. C'est une trempe qui, si on était dans un pays où tout est remboursé, c'est une trempe qui, à mon avis, c'est une muqueuse pavillonnaire qui n'est pas bonne, qui est atrophique. La muqueuse pavillonnaire, elle est vraiment atrophique.
Donc logiquement, c'est pas, tu vois, elle est pâle, elle est pas, c'est pas il n'y a pas de ganglif, donc normalement dans un pays où tout est pris en charge, je veux dire, ça sera pas injecté. Parce qu'elle dit, dans 60% des cas, elle va resténoser. Parce que la muqueuse elle est atrophique, elle est mauvaise. Donc, risque de resténose, elle dit, risque de GU, d'accord. Donc, mais bon, on donne une chance à cette patiente parce que la nature peut arranger les choses. On donne une chance, on répare, c'est ce que j'ai fait, j'ai réparé, et après cette patiente a toutes ses chances pour être enceinte. Elle peut être enceinte spontanément parce que l'autre trempe est bien, parce que les ovaires sont bien, parce que le sperme est bien, ou BFM. Et parce que son bilan de prolactine de thyroïde est bien. Donc elle a des chances pour être enceinte. S'il vous plaît, oui. Est-ce qu'elle a des chances à ce que cette trompe soit fonctionnelle? Oui, parce que je dis, je l'ai réparé, le pavillon est bien ouvert, mais les chances sont minimes. Je me dis, la muqueuse, parce que la fécondation, elle se fait à quel niveau? Au niveau du tiers externe de la trompe, d'accord? Et donc cette fécondation peut avoir du mal une fois que l'embryon se fait. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut un bon péristaltisme tubaire pour que cet embryon avance et descende dans la cavité utérine. Vous me dire? Donc si c'est cette trempe-là qui a, c'est-à-dire si l'ovulation s'est faite le côté de cette trempe-là, eh ben, il y a un risque de GU qui n'est pas négligeable. Parce que, ce que je dis, c'est difficile de prendre des décisions aussi graves parce que nous sommes dans un contexte, et je ne suis pas sûr à 100% que cette trempe fasse une GU. Je ne peux pas vous dire 100%, mais ce que je constate, c'est-à-dire si cette trempe me fait une GU, c'est clair que je vais la virer. Mais je ne suis pas sûr à 100%. Donc c'est pour ça que je lui donne sa chance. Je peux me dire. Parce que je suis dans un contexte marocain où rien n'est pris en charge, parce qu'ils ont payé leur chirurgie. Ok? C'est bon? Voilà. Des questions sur ce cas? Hein? Je pense qu'elle a été enceinte. Parce que c'est un vieux cas clinique, mais ça c'est. Je pense que c'est. Parce que franchement, c'est-à-dire que malgré tout, ça c'est des patientes qui. Cette patiente-là, il n'y avait pas un contexte, elle est jeune, mari, il n'y avait rien. Donc je pense qu'elle a été enceinte. Parce que c'est pas une patiente qui est passée en fille ou là. Oui, c'est vrai. Parce qu'après, c'est vrai, après elle repart chez le docteur Yachid. Donc voilà. Un autre cas clinique, ça c'est un cas intéressant. Ouais. C'est un cas intéressant. Patient de 35 ans. Voilà, qui n'a pas d'enfant, qui est adressé pour fécondation in vitro. Adressé pour FIV. D'accord? Alors pour vous, effectivement, tu as un compte pour FIV. C'est vous qui allez l'adresser pour FIV. Dis, parce que on est dans un contexte d'oligo-asténo-tératospermie sévère, avec un test de migration survie qui est bas. Donc c'est une indication masculine. D'accord? C'est une indication. Vous avez trouvé une oligo-asténo-tératospermie sévère, quand vous trouvez des OATS avec une spermoculture qui est normale, avec une échographie qui n'a pas montré de varicocèle, avec, vous l'avez bilanté, tout ce qui s'ensuit. Après, vous avez demandé le test de migration survie pour voir combien y a-t-il de spermatozoïdes normaux, mobiles et de morphologie normale. Est-ce que tout le monde sait ce que c'est que le TMS? Tout le monde sait ce que c'est que le TMS? Ben voilà, donc, voilà. Alors, le spermogramme. Le spermogramme, il faut que la numération soit bonne. D'accord? Donc la numération doit être strictement supérieure à combien? 15 millions par millilitre, donc strictement supérieur à 15 millions par millilitre. Il ne faut pas qu'il y ait de leucospermie. Taux de leucocyte doit être strictement inférieur à combien? 1 million. Donc, voilà, taux de leucocyte. Donc il ne faut pas qu'il y ait de leucospermie. Il faut que la mobilité soit bonne. Il faut qu'elle soit à combien minimum? A plus B. 40%, d'accord? 40%.
Il faut que la vitalité soit bonne. La vitalité doit être combien à peu près? Voilà. Donc la vitalité doit être super bien. Après, il y a les formes typiques. La morphologie, c'est le spermocytogramme. Le spermocytogramme, il faut que les formes typiques doivent être strictement supérieures à... C'est la classification de Kruger. Après, il y a David. Après, ça dépend de comment il travaille le laboratoire. Généralement, il faut 10%, supérieur à 10%. D'accord? Donc, forme typique supérieure à 10%. Ça fait. Donc, quand vous êtes dans ce contexte-là, sperme tout à fait normal. Par contre, quand tout est bas, bien sûr, tout est bas, soit vous êtes dans une oligo-asténotératospermie sévère, mais vous voulez savoir combien y a-t-il de spermatozoïdes normaux mobiles de morphologie normale. Vous faites un examen qu'on appelle le TMS, test de migration survie. Je ne vois pas de test de migration survie, c'est-à-dire qu'ils prennent l'éjaculat des laboratoires et ils l'améliorent. C'est comme si on allait faire une insémination intra-utérine. Donc ça veut dire qu'ils vont prendre le meilleur sperme en faisant des centrifugations, des trucs, et ils prennent les meilleurs spermes, c'est-à-dire les spermes qui sont de morphologie normale, et c'est un examen qui est, je dirais, subjectif, parce que c'est le microscope et le biologiste. Ce n'est pas une machine qui fait ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il faut que le biologiste ou le technicien de labo soit bon. Parce que ce n'est pas une machine glycémie ou non, c'est le microscope, la mer. Tac, 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 et ils prennent les meilleurs spermes qui sont de morphologie normale. Vous dites les meilleurs spermes, ils calculent leur nombre. Quand on est supérieur à 1 million, quand on est supérieur à 1 million de spermatozoïdes, à ce moment-là, on peut éventuellement tenter des inséminations intra-utérines. Minimum, c'est 1 million. Donc, c'est aux alentours de 2-3 millions. On peut tenter des inséminations intra-utérines, c'est-à-dire qu'on prend le sperme du mari, on l'améliore et on le met dans la cavité utérine. Quand on est en deçà, inférieur à 1 million, là, c'est la fécondation in vitro. D'accord? Parce que s'il n'y a pas assez de spermatozoïdes, parce que déjà les taux de grossesse dans les inséminations intra-utérines, il faut le savoir, c'est 10 à 15%. Dans les meilleurs des cas, c'est-à-dire chez des patients jeunes qui ont des follicules normaux, qui ont une réserve ovarienne qui est correcte, et ainsi de suite. D'accord? Là, tu le demandes si tu as une oligo-asténotératospermie. Si tu n'as pas, tu ne le demandes pas, ça ne sert à rien. C'est comme je vais faire une échographie chez l'homme alors que j'ai un sperme qui est tout à fait normal. Oui? Ah oui, bien sûr, bien sûr. Le TMS, je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire combien ça coûte. Mais, ah oui, dès que vous avez... Après le TMS, je le demande qu'une fois que j'ai éliminé... Si par exemple j'ai une oligo-asténotératospermie avec leucospermie, je... 10 minutes. Avec leucospermie, ça veut dire quoi? Il faut que je traite ma leucospermie. Je traite d'abord ma leucospermie. Voilà. Après, j'attends 1 mois. Après avoir bien traité ma leucospermie, voilà, je redemande mon spermogramme et je vois s'il y a une amélioration. Parce que la leucospermie peut se manifester, peut être associée soit à un syndrome inflammatoire, soit elle peut être associée avec un syndrome infectieux. C'est très important. Comment? Alors, le leucospermie, si elle est associée à un syndrome inflammatoire, donc je fais antioxydant plus anti-inflammatoire. Si la leucospermie est associée à un syndrome infectieux, c'est-à-dire à une bactérie qui est présente, ben, je vais faire anti-inflammatoire, antioxydant et anti-infectieux. D'accord? Comment? Ben, l'antibiothérapie est suivant l'antibiothérapie. Ça dépend quel germe qui est sensible. Normalement, c'est des traitements de 15 jours. Chez l'homme, c'est 15 jours. Les anti-inflammatoires, la même chose. Si j'ai une leucospermie sans syndrome infectieux, je fais anti-inflammatoire et antioxydant 15 jours par mois pendant 2 mois. Et je revois. De temps en temps, ces patients s'améliorent. Et ils s'améliorent bien.
Voilà, donc je fais anti-inflammatoire et antioxydant. Alors l'antioxydant qu'il faut donner, c'est de la vitamine U et de la vitamine C. Maintenant, il y a d'autres antioxydants qui existent sur le marché. Le Proxy, je crois qu'il est rentré à Casablanca. Très à Casablanca, donc Casablanca, au Maroc, très au Maroc. Et donc, et je pense que c'est un produit qui va être fait un mélange, c'est un cocktail de vitamines, fait de la vitamine E, fait de la vitamine C, fait du sélénium, il y a pas mal de choses. D'accord? Donc, mais à mon avis, après, il y a des gens qui sont pour ça. Après, il y a une équipe toulousaine qui, eux, ils donnent que de la vitamine E et de la vitamine C comme antioxydant et c'est suffisant. C'est petit. Moi, je l'ai appris, c'est parce que j'ai fait le DU d'andrologie à Toulouse. Oui? Quel commercial de quoi? Ah, c'est Proxide, avec un D à la fin. P-R-O-X-2-E-D. Proxide. Voilà qu'il à mon avis, je ne sais pas s'il est pas. D'accord? Mais on m'a dit que, parce que le stand, parce que j'étais à un congrès d'infertilité en France, et au stand, ils m'ont dit que ça allait rentrer. Ok? Voilà. Donc, le leucospermie, anti-inflammatoire, antioxydant, 15 jours par mois pendant 2 mois. Ici, c'est associé à un germe, la même chose. Et je recontrôle. Si par contre, j'ai ni leucospermie, ni j'ai pas de varicocèle, parce que le varicocèle, qu'est-ce qu'il va entraîner? Il va entraîner une asténospermie, il va entraîner une oligospermie. D'accord? Mais je traite mon varicocèle et après, ça s'améliore. Et à ce moment-là, si ça ne s'améliore pas, ben je demande mon TMS pour trancher. Ça veut dire quoi trancher? Ça veut dire est-ce qu'il faut faire proposer des inséminations à cette patiente? C'est-à-dire est-ce qu'il y a assez de spermatozoïdes ou là il faut la passer en fécondation in vitro? C'est pour ça que je fais le TMS, c'est pour trancher. D'accord? Bon, c'est une indication masculine. Et voilà, elle dit 35 ans. Indication masculine. Et voilà. Et vous allez me dire, c'est-à-dire la FIV, elle est d'accord. Elle vient chez moi pour une FIV. Et vous allez me dire, quelle réflexion vous pouvez avoir? Elle n'a pas d'enfant, pas de grossesse, rien. Ça, c'est quel coup? Adi sagittal. Bon, là, c'est une reconstruction 3D. C'est pas grave. Mais déjà, 2D, vous pouviez voir. Vous avez fait le diagnostic, là, le 3D? Voilà. Cette image échogène entre les deux ossia qui sont là, c'est un utérus. Quoi? Bicorne. Bicorne, ça veut dire que j'ai une corne là et une corne là. Ça veut dire que j'ai 2 utérus. Bicorne. Cloisonné. Cloisonné, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai un seul utérus. Les 2 cornes sont là. La séreuse dans RABO. J'ai simplement la cavité. D'accord? Alors que le bicorne, un bicorne, un corne. Donc, alors le bicorne peut être unicervical ou bicervical. D'accord? Alors, donc là c'est un cloisonné. Hein? Alors, c'est un utérus cloisonné. Voilà. On voit très bien. Les deux, un endomètre qui est là. Donc, c'est un cloisonné qui n'est pas total. Qui est comment? Si on veut le classer, c'est un subtotal. C'est un cloisonné. Parce qu'aujourd'hui, la classification qui va choisir, cloisonné total ou subtotal. C'est le 5, c'est 5A ou 5B, d'accord? Total ou subtotal. Donc c'est la classification, si on veut le classer. D'abord, je suis en 2D.
Vous avez vu, il y a un endomètre qui est là et un endomètre qui est là. Là, j'arrive au niveau du col. Si ça, c'est le col. Ça hop, à la cloison écogène. On coupe trans, tu vois. Vous avez vu ou pas? Est-ce que tout le monde a vu? Voilà, je refais. Regardez, là, je suis en coupe sagittale. Je tourne en coupe trans. Je vais tourner. Hop, je suis en trans. Voilà. Voilà, le col. Ça, je suis au niveau du col. Ça me claque. Tac, 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 tac. J'ai un endomètre qui est là, un endomètre qui est là, la cloison qui est là, qui est écogène. Tu vois? Vous avez vu? Voilà. Donc, c'est un utérus cloisonné. Alors, à votre avis, ce couple-là, c'est vous qui le suivez. Alors voilà, vous avez vu, il y a les deux endomètres ici. Un endomètre là, en coupe trans. Bien, vous avez vu, je vois? Endomètre là, endomètre là. Alors, c'est vous qui suivez ce couple. Vous avez vu l'homme. Vous avez fait votre diagnostic d'un problème masculin. Vous avez examiné la femme, elle a un cloisonné. Vous lui avez proposé la fécondation in vitro. Est-ce qu'elle va directement avec sa fille? Ou là, est-ce que vous avez une réflexion à propos, disons, une conduite à tenir? Est-ce que, alors la question que je vous pose, est-ce que tous les utérus cloisonnés sont stériles? Non. Est-ce qu'il y a des patients qui sont enceintes alors qu'elles ont un utérus cloisonné? Voilà. Quelle est la conséquence obstétricale du cloisonné? Conséquence obstétricale. Fausse couche et l'accouchement prématuré, parce que c'est des utérus qui peuvent être hypoplasiques et je suis dans une chambre. Donc la chambre elle est devenue réduite. Qu'est-ce que fait le fœtus? Comment? Retard de croissance si jamais le placenta s'insère sur la cloison qui est mal vascularisée. Et la présentation. Quelle est la présentation la plus fréquente? Voilà. Ça donne les conséquences. Donc ça veut dire que nous avons des patients qui ont des utérus cloisonnés et qui peuvent être enceintes et qui accouchent. Alors, ici, c'est quoi le problème? Bon, c'est ça la réflexion. C'est une FIV. Du moment que c'est une FIV, donc il faut que j'augmente mes chances de grossesse. Il faut que j'augmente mes chances de grossesse, premièrement. Deuxièmement, il faut que je dois diminuer le taux de fausse couche. Ça ferait. Mais, si je fais une section de cloison, je suis confronté à quoi chez elle? Le risque de synéchie. Mais c'est un risque de synéchie qui n'est pas, je dirais, très élevé. Parce que, a priori, on fait une section de cloison, si tout se passe bien, voilà. Donc, normalement, et après, c'est des patients, au pire des cas, si elles ont une synéchie, c'est une synéchie qui est lâche. Quand on lui fera son hystéroscopie de contrôle, on la lève facilement. Le cabinet médical, et c'est vrai, vous avez eu une bonne réflexion, c'est de faire la section de la cloison, je la passe, en fécondation in vitro. Je lui propose la fille. Ok? Zidoka clinique? Les brétiens. واش الوقت؟ Ah d'accord. Les bras, voilà, ça, voilà la cloison, on la voit bien. Vous avez vu? Voilà l'ostia qui est là, je ne pensais pas que j'avais l'hystéroscopie. L'autre ostium, et c'est cette zone blanchâtre, qui est là, disons blanchâtre, qui est rosée, et qui est la cloison utérine. Vous avez vu? On la voit très très bien. Vous l'avez vu? Tout le monde l'a vu? Oui. Voilà, et donc ça c'est
Donc il faut l'enlever. Alors on l'enlève par hystéroscopie opératoire. Donc on coupe. Après oui, une fois qu'on a, on doit mettre l'idéal. On doit mettre soit un DU, soit une sonde de Foley à l'intérieur pour éviter bien sûr et la bombarder d'œstrogène. D'accord? Voilà, donc c'est ça la cloison en hystéroscopie. Voilà, regardez, ah oui, la classification, la vieille classification de Bussé. Regardez les utérus cloisonnés, on appelait ça total, subtotal, corporeal, phendique. Aujourd'hui c'est une classe 5, on appelle ça un 5A total, un 5B partiel. Récemment, malheureusement je ne l'ai pas filmé, j'ai eu un cloisonné total qui avait été toujours pris pour un bicorne bicervical. J'ai fait l'écho, je me suis dit c'est pas que ce soit un bicorne bicervical, alors ça c'était un cloisonné total. Mais il y avait une difficulté dans la chirurgie. La cloison va le col, ou le col, ou chef le vagin. Donc il fallait couper la cloison vaginale fibreuse, tout et faire ça sous échographie, ensuite couper cette cloison cervicale, pour la cavité. Et ça c'est des... Entre le cloisonné et le bicorne, il faut bien faire. L'idéal, quand on n'a pas trop la main, il faut faire l'écho, vessie. Alors, la Canstranche, c'est toujours agréable de rencontrer, d'être en atelier avec lui.